20h45 sur TF1. Bonsoir à tous. Les Bleus préservent leur chance, mais la victoire ce soir a été difficile. L'équipe de France a battu l'Arménie 3-2 à Yerevan en éliminatoire de l'Euro 2000. Une victoire en demi-teinte. Les tricolores ont encore du travail pour revenir au niveau de l'équipe championne du monde. Le résumé de la rencontre avec Jean-Pierre Ferré. Le soulagement de Roger Lemaire est à la hauteur de l'enjeu. En s'imposant à Erevan, les champions du monde peuvent toujours rêver à l'Euro. Mais ce déplacement en Arménie a bien failli tourner au cauchemar. 7e minute, Youri Djorkaeff se retrouve seul face au gardien arménien, mais perd son duel. Sur la contre-attaque, Mikaelian à la limite du hors-jeu ouvre le score. Menés, les Bleus ont un genou à terre et Barthez est même obligé de sortir dans les pieds de Khatchatrian. Deux actions qui sèment le doute parmi les Français. D'offensive stérile, en vaine domination, les minutes défilent. Les Français doivent attendre la 45e minute et une faute sur Laurent Blanc pour égaliser grâce à un pénalty transformé par Djorkaeff. Après la pause, le scénario est identique, mais la fatigue ouvre quelques espaces dans la défense arménienne. Zidane, servi par Djorkaeff, donne enfin l'avantage à la France. Un avantage accru par une reprise de l'Asland. La rencontre se terminera dans la confusion après l'exclusion de 2 U entrés en jeu un quart d'heure auparavant et un pénalty sanctionnant une faute de Barthez permettent aux Arméniens de réduire le score. Comme en Andorre, les tricolores s'en tirent bien, mais ils devront montrer un tout autre visage dans un mois face à l'Islande s'ils veulent participer à l'Euro 2000. Oui, et pour ce dernier match contre l'Islande au Stade de France le 9 octobre, eh bien Barthez a été suspendu à la suite de ce carton jaune. À noter encore que dans le même groupe, la Russie a battu à l'extérieur ce soir Andorre par 2-1 et que l'Ukraine a battu l'Islande. La France conserve donc la 3e place du groupe avec 18 points derrière l'Ukraine et la Russie. Et puis dommage en tennis, Mary Pierce ne disputera pas la demi-finale de l'US Open à Flushing Meadows. La Française a été battue par la tenante du titre, l'Américaine Lindsay Davenport. Un match très disputé tout de même. Mary Pierce avait eu 2 balles de match. Le score 6-2, 3-6, 7-5. Une dernière minute à l'étranger. On apprend ce soir qu'une violente explosion apparemment due au gaz a soufflé 4 étages d'un immeuble d'habitation à Moscou, faisant de nombreuses victimes selon les premières estimations. 2 premiers corps ont été dégagés des décombres et 16 personnes sont hospitalisées. 60 ambulances sont sur place. L'incendie qui a suivi l'explosion a été maîtrisé, c'est ce que l'on sait pour l'instant. En Grèce, la terre continue de trembler et de nombreux Athéniens passent une 2e nuit à la Belle Étoile. De nouvelles secousses ont encore été ressenties dans l'après-midi. Le dernier bilan du violent séisme d'hier s'élève à 65 morts et plus de 2000 blessés. Les sauveteurs ont retiré ce soir un homme et une femme vivant des décombres d'une usine à Ménidi, dans le nord de la capitale. 200 sauveteurs qui s'activent sur le site, dont des hommes et des chiens de la sécurité civile française. Et leur tâche est bien entendu rendue difficile par les répliques souvent de forte intensité. Et vous le voyez, la population fuit après avoir ressenti une de ces répliques. On le voit nettement sur ces images. La tragédie du Timor oriental a noté ce soir à Lisbonne, au Portugal, l'ancien colonisateur, cette immense chaîne humaine de plus de 40 000 personnes venues manifester leur solidarité avec les Est-Timorais. Côté diplomatique, réunion d'urgence à New York. Le Conseil de sécurité de l'ONU se contente de lancer une mise en garde à l'Indonésie si la situation ne s'améliore pas rapidement. Sur place, assiégé depuis dimanche dans son quartier général de Dili, la capitale, le personnel des Nations Unies va maintenant quitter le territoire. Fabien Amias. QG des Nations Unies hier à Dili. L'armée indonésienne encercle le bâtiment. À l'intérieur, près de 5000 personnes ont trouvé refuge. Beaucoup ont perdu leur maison, incendiées par les milices. Hier, les rues de Dili étaient désertes. La population encore sur place est embarquée dans des camions par l'armée indonésienne. Direction, le Timor occidental. Au siège de l'ONU, la tension est extrême. Plusieurs personnes doivent être évacuées en avion. Ils seront escortés par l'armée indonésienne. Le responsable de l'ONU explique qu'ils n'ont pas de gilet pare-balles à leur fournir. C'est l'heure du départ. Comme prévu, le convoi est escorté par l'armée indonésienne. Sur le trajet, les pierres ont commencé à pleuvoir sur nous. On s'est abrité à l'intérieur des voitures. Il y avait des policiers et des soldats autour de nous, mais ils n'ont rien pu faire.
Le convoi quittera finalement Dili quelques minutes plus tard. La capitale est-timoraise, vue du ciel. Sur Terre, c'est la loi martiale. Bientôt, tout le personnel de l'ONU aura quitté les lieux. Incertitude en revanche pour les réfugiés. Toujours à l'étranger, le Proche-Orient, comme prévu, la Knesset, le Parlement israélien, a approuvé ce soir l'accord israélo-palestinien de Sharm el-Sheikh par 54 voix contre 23. Résultat, Israël libérera dès demain matin un premier groupe de 200 prisonniers palestiniens, conformément au texte. Et puis dans le même temps, on apprend qu'Israël a décidé de boucler la Cisjordanie et Gaza à partir de demain par crainte d'attentats durant les fêtes du Nouvel An juif. L'actualité en France avec des incidents tout à l'heure à Argenteuil, en banlieue parisienne. Une centaine de jeunes ont brisé les vitres du poste de police de la ZUP pour protester contre le tir d'un policier la semaine dernière à Cormeilles-en-Parisis sur Farhad Boukalfa. Le jeune homme grièvement blessé à la tête. Les violences ont éclaté après une manifestation à laquelle s'était pourtant opposée ce soir la famille de la victime. Un arsenal considérable a été découvert hier matin. On a appris que ce soir par la police chez un couple d'une vingtaine d'années dans le nord de la Seine-et-Marne. La police a découvert des lance-roquettes anti-chars, des fusils d'assaut, des grenades, des gilets pare-balles, des faux papiers et des faux billets. Le couple serait lié au grand banditisme. Les deux individus dont l'identité n'a pas été révélée ont été arrêtés et devaient être déférés au parquet de Meaux ce soir. Ouverture aujourd'hui du plus grand procès contre le tabac après la plainte de la famille d'un gros fumeur, Richard Gourlin, décédé d'un cancer en début d'année et qui s'attaquait à la CEITA. La famille et la Caisse d'assurance maladie du Loiret réclament plusieurs millions de francs de réparation à la CEITA. Frédéric Agnès. À son arrivée au tribunal, Lucette Gourlin ne cache pas son émotion. Ce combat, elle le mène pour son mari, décédé il y a 8 mois d'un cancer. Il m'a demandé de poursuivre, donc je poursuis en son nom et j'espère franchement qu'il me voit parce que ça me fait mal qu'il soit pas là. Pendant 35 ans, de 1964 à 1999, Richard Gourlin a fumé chaque jour 3 paquets de gauloises sans filtre. Pour sa famille, qui a donc donné suite à sa plainte, la CEITA est coupable de désinformation. À savoir avoir menti sur ses dangers, avoir essayé de le dissimuler.